Ça fait déjà plus d'une décennie que j'évolue dans le monde de la data science, que ce soit en tant qu'étudiante ou en tant que professionnelle. J'ai fait 6 ans de formation pour devenir ingénieur data scientist et depuis plus de 5 ans, je travaille en tant que data scientist dans le secteur financier principalement. Et durant toute mon expérience, je me suis rendu compte que les data scientists commettent les mêmes erreurs qui les empêchent de progresser. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 erreurs classiques que les data scientists commettent et qui ont un impact significatif sur la progression et l'évolution en entreprise. La première erreur qui est la plus courante d'ailleurs, c'est de négliger les compétences humaines. On néglige trop les compétences soft skills, les soft skills, ce qu'on appelle soft skills. Pourquoi? Parce que notre formation de data scientist, c'est une formation qui est souvent orientée technique. On vous apprend les mathématiques, on apprend le machine learning, on apprend la programmation, on apprend tellement de choses techniques qu'on peut croire qu'il suffit de maîtriser les statistiques pour avoir de l'impact dans un business. Il suffit de maîtriser Python, le dernier package, qu'on aura de l'impact en entreprise. Alors qu'en réalité, ce qui est réellement important, c'est apporter le maximum de valeur. Et pour apporter ce maximum de valeur-là, en tant que data scientist, on collabore avec des équipes métiers, on collabore avec des data engineers, on collabore avec le top management pour justement avoir de l'impact et aider à la prise de décision. Et vous voyez que dans ce processus-là, ce n'est pas seulement les compétences techniques qui sont très importantes en fait. Les compétences techniques, moi je dis souvent, c'est ce qui permet justement d'avoir un travail. Mais maintenant, ce qui fait réellement la différence, ce qui va permettre d'avoir de l'impact au quotidien et même de progresser, ce sont les compétences humaines. Et quand je parle de compétences humaines, je fais référence notamment à cette capacité à communiquer. Il y a un point essentiel que vous allez voir, beaucoup de data scientists tombent dans ce piège-là parce que on a appris des notions qui sont très pointues techniquement et on a tendance à vouloir être très pointu techniquement. Enfin, c'est bien, moi-même j'aime la technique d'ailleurs. Mais juste que face à nos interlocuteurs, essayons de rendre cela digeste, facile à comprendre. Ça ne sert à rien de complexifier, alors qu'en face de vous, vous avez des professionnels, des métiers qui n'ont pas la même expérience que vous dans votre domaine. Donc, première compétence, c'est justement ça, la capacité à vulgariser. Et aussi, apprendre à communiquer. Communiquer, ça passe par la simplification, ça passe également par la compréhension de l'autre. En tant que data scientist, on ne passe pas ses journées devant un ordinateur à coder des codes. Non, on va discuter avec les autres. Et qui dit interagir, parle de travailler en équipe. Et j'aime bien souvent dire en fait que le monde de l'entreprise, en réalité, c'est le monde des relations humaines par excellence. Ça veut dire que si je souhaite avoir de l'impact en tant que data scientist, même si c'est un métier technique, il faut avant tout que j'arrive à bien gérer les relations humaines. Et pour gérer les relations humaines, il faut souvent comprendre l'autre. Quels sont les besoins de l'autre? Quelles sont ses sensibilités? En général, prendre en compte cela pour pouvoir créer des relations de confiance et avoir de l'impact dans un business. Et pour ça, moi aujourd'hui, de plus en plus, les compétences que je développe depuis le début de ma carrière, c'est déjà ma faculté à communiquer. Raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est l'une des raisons d'ailleurs, pour justement, parce que moi je pense que pour développer un caractère, il faut pratiquer. Communiquer, c'est exactement la même chose que apprendre le machine learning. On peut souvent croire que la communication, c'est inné. Vous voyez souvent ces personnes qui sont magnétiques, qui arrivent dans les pièces, tout le monde regarde. Mais non, ça se pratique. Peut-être la personne depuis l'enfance a grandi dans un environnement qui favorisait justement l'expression. Si vous n'avez pas eu cette même expérience, donnez-vous cette chance-là et progressez. Donc, pratiquez au maximum pour être bon ou bonne en communication, bon communicant, bon communicant, il faut pratiquer, ok? Une autre compétence également, c'est la capacité à bien comprendre ses propres émotions. Parce que, j'ai dit, l'entreprise, c'est le monde des relations humaines par excellence. Et qui dit être humain parle d'émotions. Donc, il faut comprendre ses émotions, comprendre les émotions des autres. C'est ce qui va vous permettre, en fait, de bien travailler dans un environnement d'équipe qui est bienveillant et sain en général. Donc, première chose, si vous souhaitez progresser en tant que data scientist, maîtrisez vos compétences techniques, mais insistez davantage sur les soft skills parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire en sorte que vous aurez de l'impact, que ce soit pour le business, pour le management ou bien avec les autres membres de l'équipe. Deuxième erreur courante que je vois également dans le monde de la data science, c'est de penser que ce n'est pas nécessaire de maîtriser les mathématiques et les statistiques. Vous voyez, il y a tellement de profils comme ça qui sont issus souvent de la programmation qui estiment que être data scientist,
on ne doit pas comprendre les mathématiques, les statistiques. Au quotidien, par exemple, moi, vous n'allez pas me voir au tableau en train de dériver des équations mathématiques. Vous n'allez pas me voir au tableau à faire des optimisations complexes. Mais en réalité, le fait d'avoir compris les mathématiques, les statistiques, quand j'étais à l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée au Cameroun, j'ai fait pendant 4 ans les statistiques. Et pendant cette formation-là, on allait dans la théorie, on faisait aussi de la pratique. Et justement, c'est le fait d'avoir compris la théorie qui m'aide justement à bien implémenter l'ensemble des éléments sur le plan pratique. Il ne suffit pas de retenir en fait des lignes de code. La mathématique, la statistique, c'est ce qui vous permet d'avoir l'intuition. Ça développe en fait votre capacité à raisonner. Et c'est ce raisonnement-là qui va vous aider en fait à résoudre des problèmes. Et moi, je me suis souvent dit ici que, en tant que data scientist, notre meilleure compétence, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Parce que nous sommes là pour aider les business à prendre des décisions éclairées à partir de nos analyses, à partir de nos modélisations. Donc, une fois que le métier a posé son problème, il faut qu'on soit capable de retranscrire cette problématique-là en problématique data. Et pour ça, il faut avoir cette capacité à résoudre des problèmes. Et ça s'apprend par les mathématiques et les statistiques. Donc, aujourd'hui, quel que soit votre niveau, vous pouvez commencer sans être les plus expérimentés en statistiques ou en mathématiques, mais donnez-vous du temps pour apprendre parce que c'est important. Ça va vous donner en fait une intuition derrière chaque algorithme. Ne restez pas seulement à apprendre des lignes de code. Pensez à bien comprendre. Déjà, chaque modèle de machine learning que je mets en place, quelles sont les conditions d'utilisation? À quoi ça sert? Quelles sont les hypothèses? Comment est-ce que je vérifie ces hypothèses-là? Et qu'est-ce que je fais si les hypothèses ne sont pas vérifiées? Vous voyez, avec ça, vous allez vraiment progresser. Donc, prenez le temps de bien analyser cela et avec le temps, vous allez progresser dans ce domaine-là. La troisième erreur que je vois souvent dans ce monde de la data science, c'est le fait de souvent trop se focaliser sur les outils plutôt que sur le concept derrière. Vous allez voir sur Internet, n'apprenez plus R, apprenez Python. Python, c'est l'avenir. Python, c'est ceci. Python, c'est cela. Allez vous former. Je suis le déesse, je suis le dieu de Python. Mais en réalité, en fait, lorsqu'on est data scientist, en fait, le game, ce n'est pas Python. Le game, ce n'est pas connaître le dernier package Python qui est disponible. C'est vrai que ça permet de progresser. Mais la réalité, c'est d'être capable, justement. Moi, je pense que même être compétente en data science, c'est avoir la faculté de développer tous les algorithmes, quel que soit le langage de programmation. On doit être indépendante du langage de programmation. Si vous êtes data scientist, essayez au maximum, n'essayez même pas. Il faut être au maximum indépendant du langage de programmation parce que Python, c'est un outil, SQL, c'est un outil, R, c'est un outil, SAS, c'est un outil, SPSS, tout ça, ce sont des outils qui sont au service des data scientists. Donc, si vous souhaitez progresser dans la data science, ne vous focalisez pas trop sur les outils. Les outils, c'est la solution. Ça permet d'être efficace, on est d'accord. Mais ne vous focalisez pas sur l'outil. C'est pas parce que c'est tendance que ça va permettre de répondre à la problématique. Vous arrivez dans une entreprise, l'entreprise utilise Excel. Avant de chercher à tout révolutionner, essayez d'abord d'apporter un maximum de valeur avec l'outil qui est à disposition, en fait. Parce qu'il y a une histoire. En fait, vous arrivez dans une entreprise qui a peut-être 20, 30, 40, 50 ans. Vous voulez tout changer du premier jour, en fait. Ça ne se fait pas comme ça. C'est progressif. Il y a des trucs qui sont bien enracinés. Moi, je suis pour l'innovation. D'ailleurs, moi, je suis très gravée innovation. Mais je pense que quand on arrive dans un nouvel environnement, ne vous focalisez pas seulement sur les outils. Pensez à apporter le maximum de valeur. Ça, c'est le credo, en fait. Quel que soit ce que je fais, quel que soit l'outil, il faut que j'apporte le maximum de valeur avec l'outil que j'ai à disposition. Et en tant que data scientist, si on me donne Python aujourd'hui, je dois être capable de mettre en place une méthodologie de A à Z en utilisant Python. Si demain on me dit c'est Julia qui va être utilisée, je mets en place toute ma méthodologie en utilisant ce langage. Si on dit que non, finalement, les data scientists doivent utiliser C++, je dois être capable de m'adapter. Et cette faculté-là fait en sorte que vous pouvez progresser en data science parce que vous n'êtes plus lié à un outil, mais vous comprenez le concept dans son ensemble et avec l'outil, vous arrivez à être efficace. Quatrième erreur classique des data scientists qui empêche de progresser dans les projets, c'est de négliger la qualité des données. En fait, nous voulons tous et toutes
avoir ce modèle final. On veut voir le modèle en production. On veut faire le dernier modèle de deep learning. On veut déjà utiliser les LLM. On veut comprendre c'est quoi les transformers. Mais en réalité, avant d'avoir ce modèle qui va en production, il y a toute une phase exploratoire qui prend énormément du temps. Dans un projet classique tel que je vois aujourd'hui, 80% du temps, on va passer la phase exploratoire. Comprendre déjà sur quel périmètre on travaille. Quelles sont les données manquantes? Pourquoi est-ce qu'on a ces données manquantes-là? Les données aberrantes, est-ce que c'est normal? Discuter avec les professionnels, discuter avec les data engineers. Vraiment, discuter avec les métiers pour comprendre la pertinence des données. Et ça, c'est la partie exploratoire qui est déterminante. En fait, il y a une règle simple, en fait. Vous avez garbage in, garbage out. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si les données en input dans un modèle ne sont pas de très bonne qualité, le modèle en lui-même ne sera pas très utile et le business ne pourra pas se servir de vos travaux. Donc, prenez la peine de bien vous assurer de la qualité des données. De la même manière, quality in, quality out. Je donne des données qui sont d'excellente qualité, le résultat également sera meilleur et aura de l'impact. Donc, la phase exploratoire, certes, ça peut paraître chronophage, ça peut paraître un peu moins fun que la phase de modélisation, mais si on n'a pas fait ce travail-là, le modèle va juste être le reflet de ce qu'on a vu sur la partie exploratoire. Et vous allez vous rendre compte qu'en général, lorsque vous travaillez en tant que data scientist, le modèle, c'est principalement le reflet de ce qu'on a déjà vu sur la partie exploratoire. En fait, quand je fais la partie exploratoire, je ne suis plus surprise quand j'arrive à la phase de modélisation parce que j'ai déjà tout vu au niveau de la phase exploratoire. Tout a été vu, en fait. Le modèle, c'est plus la règle mathématique qui fait la prédiction, mais la partie exploratoire vous donne déjà des insights, raison pour laquelle il ne faut pas faire d'impasse là-dessus. Et sur la partie exploratoire, c'est important d'intégrer le business parce que il faut choisir les variables les plus pertinentes. Vous, en tant que data scientist, vous n'avez pas le même background business que les personnes qui font les opérations au quotidien. Donc, c'est important d'avoir leur recul, leur avis, avant de choisir des variables pertinentes. Donc, ça, c'est une phase qui est cruciale et qui peut littéralement empêcher un projet d'avancer. La cinquième erreur classique, c'est négliger justement l'importance, la pertinence business. En tant que data scientist, on a souvent tendance à faire la course vers le modèle le plus performant, vouloir optimiser les paramètres, faire le modèle le plus complexe, faire la dernière avancée technologique, alors qu'en réalité, ce dont le business a besoin, c'est avoir un modèle qui justement permet de faire progresser l'entreprise. Et qui dit faire progresser l'entreprise, on parle de réduction des coûts, augmentation des ventes, gain en productivité. Si votre modèle que vous avez conçu n'impacte pas ces métriques business-là, ce sera difficile en fait de faire adhérer les métiers. Donc ne négligez pas l'aspect métier lorsque vous faites vos modèles en fait. Parce que même dans la partie modélisation, si vous faites des choix méthodologiques que les métiers ne peuvent pas comprendre, ça peut être difficile de les faire adhérer parce que vous êtes les seules personnes à comprendre ce que vous faites. Raison pour laquelle de plus en plus, on parle de l'interprétabilité des modèles de machine learning. Parce que c'est un souci en fait. Au lieu de faire toujours les boîtes opaques, incompréhensibles, essayons toujours de faire des choses qui sont interprétables, compréhensibles. Donc, insistez sur cette partie-là. Comme ça, le business, quand vous allez présenter votre solution, on va comprendre pourquoi est-ce que le modèle va faire telle prédiction. Parce qu'il y a tel point qui augmente les chances. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence. Donc, ne pas négliger l'impact business. On ne cherche pas seulement à optimiser l'AEC. On ne cherche pas seulement à optimiser le RMSE, le R2 et autres. Il faut optimiser l'impact business et bien comprendre comment le modèle s'insère dans la stratégie de l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'on a commencé à parler des LLM, des large language models, que vous devez implémenter cela dans votre entreprise. Pour créer un chatbot comme ChatGPT, c'est beaucoup d'argent, énormément de coûts. Est-ce que votre entreprise a les ressources nécessaires pour le faire? Parfois, ce n'est pas nécessaire, c'est plus facile de faire un appel à l'API ChatGPT et on progresse, vous voyez? Donc, parfois, ce n'est pas nécessaire de faire une solution from scratch. On peut déjà prendre ce qui existe pour justement limiter l'impact business. C'est fun de développer les modèles par soi-même. C'est fun de refaire un ChatGPT nous-mêmes, mais en réalité, est-ce que ce sera réellement ce dont le business a besoin? Et c'est à ce niveau-là qu'on fait toute la différence. Sixième erreur classique, c'est justement de toujours vouloir mettre en place le modèle le plus complexe possible. En fait, c'est lié
à l'erreur numéro 5. On oublie le business en fait. Il faut savoir que la réalité en entreprise, c'est que si le calcul d'une moyenne permet de répondre à la problématique, allez-y, calculez votre moyenne et vous passez à autre chose. Ça ne sert à rien de vouloir prendre des solutions les plus complexes, les plus compliquées que personne ne va comprendre juste pour satisfaire votre ego, votre capacité à comprendre, alors que la moyenne suffit. Être data scientist pour moi, c'est être capable de choisir la solution la plus appropriée en fonction de la problématique. Donc, si une problématique se présente, je peux calculer la moyenne. La moyenne répond à la problématique business. Il faut calculer cette moyenne. Ne cherchez pas à faire un deep learning, non. Parce que le deep learning, en fait, le métier ne comprend pas. Le deep learning, en fait, ce sont les ressources puissantes qui prennent beaucoup de temps et qui, finalement, ne servent pas forcément. C'est comme si on prenait un marteau pour tuer une mouche, l'expression. Donc, vraiment, la complexité, c'est pas la course à la complexité. Il faut toujours garder à l'esprit le principe de parcimonie. On veut le modèle le plus parcimonieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il accepte la performance, mais aussi un gain à complexité qui doit être moins. Donc, pensez à la parcimonie si vous souhaitez justement évoluer en entreprise. Choisissez toujours les solutions qui permettent justement d'embarquer plusieurs personnes et qui ont un impact business et qui respectent les critères statistiques. Une fois que vous avez ça, honnêtement, l'impact de votre projet sera de plus en plus grand. Aujourd'hui, je vous rassure, 95% des entreprises n'ont pas besoin des solutions avancées. Et là, le 95%, c'est un chiffre que sort comme ça, mais c'est juste pour vous dire que dans la majorité des cas, on n'a pas toujours besoin de la solution la plus avancée pour pouvoir progresser. En entreprise, 95% des problématiques, c'est sur des données tabulaires. Un jour, j'ai eu un commentaire, une personne qui disait en fait qu'une personne qui ne travaille pas sur les données non structurées n'est pas data scientist. Mais non, en fait. La plupart des entreprises n'ont pas les données non structurées. C'est vrai que ça devient de plus en plus populaire, c'est vrai qu'on en a de plus en plus, mais 95% des use cases en entreprise restent sur des données tabulaires, donc aussi en ligne, les individus en colonne des variables. On a besoin des modèles à base des XGBoost, des random forest, des régressions linéaires, des régressions logistiques. Ouais, ce type de modèle qu'on qualifie souvent de basique répond à 95% des problèmes en entreprise. Donc, c'est pas parce que vous avez vu les RNN, les CNN, les transformers que vous allez les appliquer, non. OK? Privilégiez toujours la solution la plus parcimonieuse. On respecte l'équilibre entre complexité, performance, impact business. Donc, regardez ces trois cycles-là et je vous garantis qu'à chaque fois, vos modèles auront de plus en plus de l'impact. La septième erreur classique des data scientists, c'est d'oublier un aspect important qui est la mise en production du modèle. Il faut savoir que la vraie vie du modèle commence lorsqu'on quitte du Jupyter Notebook. Et le savoir fait en sorte que les choix qu'on va mettre en avant plus tôt ne seront pas exactement les mêmes. Il y a un reproche qu'on fait souvent aux data scientists, c'est au niveau de la qualité des codes. Je pense que si les data scientists avaient conscience justement de la partie mise en production, on aurait fait des meilleurs choix structurels au niveau des codes, de telle sorte que ça serait facile à prendre en main. Donc, pensez dès maintenant à comprendre comment est-ce que ça marche, la mise en production. Même si vous n'êtes pas des experts, des expertes, parce que c'est un métier à part entière, juste avoir des notions de base permettrait justement d'avoir plus d'impact d'un point de vue business. Et la huitième erreur classique aussi, c'est d'oublier que le backtesting, le monitoring, fait partie intégrante de la vie d'un modèle. On construit un modèle, il faut se rassurer que dans le temps, les performances ne changent pas trop. Il faut se rassurer que dans le temps, la population n'a pas changé. Il faut se rassurer dans le temps qu'on ne doit pas refondre le modèle. Et ça fait partie intégrante de la vie du modèle. Et donc, on doit l'anticiper, on doit l'intégrer dans nos travaux pour pouvoir avoir plus d'impact. Parce que finalement, le modèle, une fois qu'il est en production, c'est ça qui va driver l'activité, en fait. En banque, par exemple, c'est ça qui va permettre de calculer ce qu'on appelle les RWA. Donc, le backtesting, qui est l'outil qui permet de voir si ce modèle-là est encore performant, est très essentiel et très important. Donc, intégrer cette phase-là, intégrer dès le début l'importance de cette phase fera
toute la différence. La 9e erreur qui peut vous empêcher de progresser justement en tant que data scientist, c'est ne pas valider et tester correctement votre modèle. Vous avez fait le modèle sur une base de données, tout marchait bien, vous avez de belles performances, mais vous oubliez que, en fait, la réalité, il faut tester sur une base de données indépendante, donc une base de test en général qui a les mêmes caractéristiques que la base d'apprentissage pour s'assurer que le modèle, il est performant sur une base de données indépendante parce que finalement, ce n'est pas sur la base d'apprentissage qu'on va juger la qualité d'un modèle, mais plutôt sur une base qui n'a pas servi à construire le modèle. C'est même plutôt quand ça va aller en production. Raison pour laquelle intégrer cette phase dans vos travaux de modélisation fera toujours toute la différence. Et pour terminer, la 10e erreur, c'est ne pas documenter son travail. Documenter tous les choix méthodologiques, les choix des métiers, bien faire le code de telle sorte qu'une partie externe soit capable de comprendre, ça fait toute la différence parce que vous facilitez le travail en entreprise et vous facilitez justement la compréhension des travaux. Et même à l'avenir, s'il y a d'autres personnes qui vont reprendre le sujet, ces personnes pourront comprendre. Donc, dès maintenant, prenons cette habitude de bien documenter tous les travaux qu'on réalise, que ce soit au niveau des codes, que ce soit compréhensible. On a une documentation qui documente bien les codes, qu'on comprenne les bases en entrée, les bases en sortie. Qu'on ait une lecture rapide et bien lisible de l'ensemble des travaux. C'est une tâche qui demande du temps, mais qui a un impact significatif sur les travaux. Donc, voilà les 10 erreurs classiques que je pense qui sont essentielles à avoir à l'esprit. Le plus important pour moi, c'est surtout de ne pas négliger les compétences humaines parce que c'est ce qui permet de progresser. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je partage avec vous des livres qui, moi, m'aident au quotidien pour pouvoir justement progresser sur ces aspects-là, que ce soit la communication, que ce soit la négociation, que ce soit la compréhension de l'autre. La vidéo s'affiche juste là. Si vous souhaitez comprendre justement quel livre je vous recommande, allez dans cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Let's go! Bye!